Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3, Paris-Île-de-France pour votre émission politique du dimanche matin. Et ce matin, nous recevons la députée insoumise de Paris, Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. On va forcément parler de cette grève dans les raffineries qui a plus que perturbé l'approvisionnement des stations-service, de la réquisition du personnel également. Vous en débattrez dans un instant avec Robert Reda, député Renaissance de l'Essonne. Il est avec nous. Le débat est à suivre dans moins de 5 minutes. On abordera d'autres questions également, comme les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Mais avant, la marche du 16 octobre, la marche de cet après-midi contre la vie chère. Vous allez marcher donc contre la vie chère, mais aussi contre l'inaction climatique. Manifestation dont la France insoumise est à l'origine et à laquelle toutes les composantes de la NUP se sont finalement associées. Est-ce que vous attendez du monde ? Oui, et puis vous avez énormément en fait d'organisations écologistes, de fédérations syndicales, d'appels de syndicalistes qui vont converger. Alexis Corbière et qui craint d'être déçu quand même. Alors cette étape, elle est importante parce que c'est la possibilité vraiment de faire converger la colère des étudiants, par exemple, qui subissent une précarité comme c'est pas permis, plus Parcoursup qui nuisent vraiment à leur avenir, mais en même temps faire converger avec les retraités, les chômeurs, les salariés, celles et ceux qui peuvent pas forcément faire grève. Et on est dans un contexte bien particulier. On en reparlera tout à l'heure sur la manifestation du mardi. Convergence des luttes, en tout cas. Ce que nous souhaitons, voilà, c'est que le peuple puisse exprimer vraiment son exigence, parce que là, ce gouvernement se moque du monde. Ce gouvernement, on voit bien, travaille pour la petite minorité des plus riches. On l'a vu sur Total, ils ont refusé de bloquer les super profits, de taxer les super profits, de bloquer les tarifs. On en parlera d'ailleurs. Exactement. 200 millions et pendant ce temps, on a vraiment un peuple qui est en train de payer cher la spéculation. Il paye cher la hausse des prix tout azimut et les salaires qui, eux, n'évoluent pas. Donc, il y a une perte du pouvoir d'achat. Ce n'est pas en manifestant que l'on remplit le frigo, c'est ce qu'a dit Daniel, n'importe quoi. Gabriel Attal. Oui, quel mépris. Quel mépris parce qu'il oublie une chose. Dans ce pays, tous les conquis sociaux ont été arrachés de haute lutte par des manifestations, par des grèves, par des mobilisations. Donc, bien sûr que si on veut enfin que ce gouvernement arrête de piétiner les intérêts du peuple et prenne enfin les mesures qui doivent être prises, augmentation des salaires, blocage des prix, baisse des loyers et surtout pas la casse du système de retraite qui veulent nous imposer à nous faire travailler jusqu'à 65 ans, voire 67 ans, il faut prendre la rue, il faut se faire entendre. Blocage des prix, comment est-ce qu'on le met en application, sachant que souvent on répercute la hausse des coûts, des prix de l'énergie? C'est un agriculteur qui vend ses produits, c'est une société qui vend ses produits manufacturés. Vous voyez bien que tout le monde y a intérêt. Parce qu'en ce moment, par exemple, vous prenez le boulanger, il n'arrive pas à s'en sortir avec la hausse des prix de l'énergie. Sauf qu'à un moment donné, un certain nombre d'entreprises se posent la question de mettre la clé sous la porte parce que les factures d'énergie sont telles qu'ils ne peuvent même pas, en augmentant les prix, pouvoir rentabiliser leur affaire. Donc il faut à un moment donné mettre un holà. Le blocage des prix de l'énergie, que nous avons toujours défendu, aurait permis de ne pas arriver dans cette situation-là. Quand Emmanuel Macron de bouclier tarifaire pour 2023, c'est pas suffisant ça, avec des prix de l'énergie qui ont moins augmenté chez nous que chez nos voisins? Vous vous rendez compte? C'est avec l'argent du contribuable que finalement on essaie de lui faire le bouquet tarifaire pendant que dans le même temps, vous avez Total et consorts qui se gavent. Là, sur les 45 milliards d'euros, ça va vraiment coûter 16 milliards aux finances publiques, puisqu'il y a une espèce de rétrocession. On achète l'électricité très cher, mais c'est pas le coût de fabrication. Donc il y aura un système de rétrocession. Ça va coûter seulement 16 milliards d'euros, c'est déjà très important. Oui, mais prenez la question du bouclier tarifaire, par exemple. Donc déjà, le gouvernement, il annonce une augmentation de 15% du bouclier tarifaire. Donc déjà, pour tout un tas de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est déjà trop. Mais en plus, ils ont carrément oublié les locataires du logement social, qui sont très nombreux et qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Et pour lesquels, pour certains, les hausses de factures d'énergie vont être multipliées par 2 fois 3, avec à l'arrivée des situations où la difficulté même de payer le loyer va se poser. Nous disons il faut bloquer les prix. Si vous bloquez les prix de l'énergie, si vous bloquez les prix des produits de première nécessité et que par ailleurs vous augmentez les salaires, on peut stopper cette spirale.
Au lieu de ça, le gouvernement s'obstine dans sa politique et c'est les super profits qui explosent et ça, on ne les taxe même pas. Alors, s'il y a des prix qui ne sont pas bloqués actuellement, ce sont les prix de l'essence, par exemple. Et comme si ça ne suffisait pas, depuis 3 semaines, s'est ajoutée une grève dans les raffineries Total et ExxonMobil à l'appel notamment de la CGT. Conséquence, les stations-service sont le plus souvent à sec et devant celles qui sont réapprovisionnées, eh bien, les files d'attente se sont allongées, y compris en pleine nuit, sans parler des tensions extrêmes qui en découlent entre les clients, parmi lesquels certains essayent de resquiller. Claire Koch. 23e jour de grève, des files d'attente toujours aussi longues devant les stations-service et certains perdent patience. Il y a pas mal de gens qui grugent, notamment les scooters, les VTC, parce qu'ils ont tous une bonne raison pour doubler, alors que nous aussi on travaille, on a besoin d'essence. Sur ces images amateurs tournées à Aubervilliers, des coursiers auraient tenté de doubler les véhicules dans la file d'attente avant de se faire violemment chasser à coups de casque. Ceux qui arrivent à se ravitailler après une longue attente sont malgré tout inquiets. C'est compliqué, étant donné qu'on a un réservoir qui est assez petit, on ne peut pas se réapprovisionner. En sachant qu'on ne peut pas prendre un bidon en plus avec nous, c'est compliqué. Et au pire des cas, j'ai une voiture avec le plein. Je siphonne un petit peu et je le mets dans mon scoot. 40% des stations-service sont à sec en Île-de-France, selon l'organisation patronale Mobiliance. Dans celles où il y a de l'essence, les prix augmentent. À Paris, l'Union nationale des taxis, très touchée par la pénurie, souhaite être prioritaire à la pompe. Voilà pour ce sujet qui a été diffusé en cours de semaine. Quand on voit ces situations d'extrême tension dans les stations-service, avec des Français qui ont parfois du mal à se rendre au travail ou qui peuvent même tout simplement pas s'y rendre, est-ce que le gouvernement n'avait-il pas d'autre choix que de procéder à la réquisition ? Bien sûr que si, il avait d'autres choix. D'abord, procéder à la réquisition, c'est vraiment piétiner le droit de grève. C'est totalement inacceptable. La dernière fois que ça a été utilisé, c'était en 2010, pendant les grèves de retraite, sous Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail, l'année d'après, avait condamné la France. Alors, c'est pas une condamnation, c'est des recommandations. Non, c'est contraire. Voilà, c'est contraire au respect du droit de grève, du droit du travail. Quelle est la solution pour le gouvernement ? Nous leur avons dit déjà dès le mois de juillet. Il faut à la fois taxer les super profits parce qu'il n'est pas normal qu'une entreprise comme Total, qui a fait tous ses bénéfices, non pas parce qu'ils ont développé des projets innovants ou je ne sais quoi, non, parce qu'ils ont exploité la spéculation en fait, en organisant la rareté, en faisant monter les prix. Nous devons, les taxer les super profits. Il y aura une contribution temporaire à hauteur de 200 millions d'euros. Oui. C'est un acte manqué selon vous ? Non mais c'est dérisoire parce que la contribution temporaire de 200 millions d'euros, quand nous proposons une taxation des super profits, eh bien, c'est 40 milliards d'euros. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes amplitudes. Et surtout, on a dit dès le mois de juillet, lorsqu'il y avait le débat sur la loi pouvoir d'achat, augmenter les salaires. Alors, comment augmenter les salaires ? Déjà, en commençant par faire une véritable augmentation du SMIC et en indexant les salaires sur l'inflation. Là, aujourd'hui, les grévistes des raffineries disent quoi ? Total ne veut pas partager. Nous exigeons qu'ils partagent. On veut une augmentation, ils demandent une augmentation de 10%. C'est-à-dire couvrir finalement l'inflation qu'ils subissent. C'est une question légitime. Proposé chez ExxonMobil et sous ExxonMobil et chez Total, alors à l'heure où nous enregistrons, c'est en cours, mais on est entre 5 et 7% d'augmentation plus des primes. Beaucoup de Français aimeraient avoir ça. Tout à fait. Et je pense que beaucoup de Français prennent conscience que le rapport de force qui est mené par les grévistes des raffineries va être utile à l'ensemble des salariés. Et d'ailleurs, certains emboîtent le pas de la mobilisation à l'appel des syndicats. Alors, nous sommes en direct avec Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour, merci d'être avec nous. Plusieurs sujets ont été abordés par Daniel Simonet. Peut-être déjà une réaction à cette contribution temporaire, cette taxe sur les super profits minimales, on va dire, c'est 200 millions d'euros. Acte manqué ou pas, selon vous ? Aujourd'hui, dans notre pays, on a des énergéticiens qui ont effectivement gagné davantage à la faveur de l'inflation et des coûts de l'énergie, de la répercussion des coûts de l'énergie. Il est normal que cette rente, qui est une rente indue, elle puisse être d'une manière ou d'une autre rendue aux Français, notamment pour financer les mesures ambitieuses de pouvoir d'achat qui sont prises par le gouvernement. Vous avez rappelé la mise en place du bouclier tarifaire et sa prolongation en 2023 pour protéger
citoyens de hausse du coût de l'énergie comme nulle part ailleurs en Europe. Et ça, je veux vraiment le préciser d'entrée de jeu dans notre débat. Nous sommes en France les mieux protégés contre l'inflation et contre la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Il y a une hausse, elle est difficile, elle sera difficile encore en 2023, mais elle est incommensurablement moindre que celle que les habitants des pays qui nous entourent vont malheureusement vivre. Sur la réquisition, est-ce que c'est une atteinte au droit de grève? D'autres estiment aussi que vous avez tardé, pour le coup, c'est le pendant. Vous avez tardé à agir. Oui, c'est vrai, le gouvernement a d'abord fait confiance au dialogue à l'intérieur de ces entreprises pétrolières dont je rappelle que l'État n'est pas actionnaire. Donc il était normal que le gouvernement donne un premier temps pour essayer de voir si le dialogue avec des syndicats majoritaires, qui sont plutôt des syndicats raisonnables, donne quelque chose. Il y a un syndicat minoritaire qui est la CGT qui a décidé d'entrer en blocage et d'appeler au blocage, relayé en cela, et on a entendu Madame Simonet relayée en cela par des forces politiques qui ne veulent que le blocage, la paralysie du pays, qui vont aujourd'hui marcher en réalité vers l'immobilisme, parce que c'est le conservatisme de tout ce qui a freiné la compétitivité française qui est en train de s'exprimer avec ces forces politiques. On a ce blocage. Donc il est normal que le droit de grève, qui n'est pas illimité, parce qu'il y a des mesures qui sont prévues dans notre droit pour faire en sorte que la continuité de l'État soit assurée, que la continuité de la vie quotidienne des Français ordinaires qui ne manifestent pas, qui ne se plaignent pas, qui ne demandent qu'à pouvoir se déplacer pour aller travailler, pour aller se soigner, pour emmener leurs enfants à l'école, que cette continuité-là soit assurée. C'est le minimum que nous puissions garantir aux Français de tous les jours. Est-ce qu'on n'est pas sur une question d'ordre public quand on voit la tension dans les stations-service? Non, mais il y a eu Français qui se sont tapés sur la gueule, on peut le dire. Bien sûr, la situation elle est extrêmement difficile, extrêmement compliquée, mais franchement, le gouvernement aurait dû depuis longtemps exiger de Total la question de la redistribution des richesses et de la hausse des salaires. Mais la vérité, c'est que le gouvernement ne veut pas encourager les entreprises et imposer aux entreprises des augmentations de salaire. Sinon, il doit intervenir dans des négociations salariales. Je vais vous dire comment. Entreprise privée. Je vais vous dire comment. En organisant d'abord la hausse du SMIC et ensuite une conférence salariale pour forcer justement l'ensemble des entreprises à rentrer en dialogue social sur l'augmentation des salaires. C'est le débat qu'on a eu en juillet. Ils n'en ont pas voulu. Parce que leur seul intérêt à cette politique de cette majorité, c'est de défendre les intérêts des patrons du CAC 40. Honnêtement, ils n'en ont eu rien à faire que une grande partie de la population, en ce moment, souffre de voir son pouvoir d'achat extrêmement baisser. Il faut quand même se rendre compte que 42 milliardaires, on en compte 42 milliardaires en France, c'est 4 fois plus qu'en 2008. Et rien que pendant la crise sanitaire, eh bien, ces milliardaires ont gagné 175 milliards d'euros. Donc, redistribuons ces richesses. Ce sera une revendication centrale dans la marche que nous aurons dimanche à 14h à Nation contre la vie chère. Parce que c'est le cœur du sujet, le partage des richesses. Robert Reda, c'est vrai que le PDG Total s'est augmenté de 52% pour atteindre un salaire mensuel de 500 000 euros. 2,6 milliards d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires. Est-ce qu'il n'est pas là le problème ? Écoutez, moi je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour fermer les yeux sur des choses qui souvent choquent les Français. Moi je préfère voir le verre à moitié plein. Nous avons, avec la majorité gouvernementale, mis en place de nombreuses incitations au partage de la valeur dans les entreprises, à l'intéressement, au partage de la valeur, à la hausse des salaires. Et nous appelons, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire le dit régulièrement, l'ensemble des entreprises qui le peuvent, à augmenter les salaires. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans une situation où nous avons un marché du travail qui est en tension, où les recrutements sont difficiles pour les entreprises. Nous observons des hausses de salaire dans les métiers qui recrutent. Donc ça, pas grâce à vous, hein. Ça c'est clair, pas grâce à vous, parce qu'à un moment donné, les salariés se mobilisent. Parce que si vous prenez par exemple la tension dans la restauration, c'est parce qu'à un moment donné, les employeurs se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à recruter, qu'ils ont été obligés de céder et d'augmenter les salaires. Mais faisons la même chose dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la petite enfance. Hein. Et oui, faisons, Madame Simonet, puisque le point d'indice de la fonction publique a augmenté de 3,5% cet été.
des mesures de pouvoir d'achat ambitieuses sont mises en place, notamment pour nos enseignants qui vont être revalorisés de 10% en moyenne à partir de la rentrée prochaine, avec un effort colossal, par exemple, sur le budget de l'éducation nationale. Nous sommes dans le pays le plus redistributif d'Europe, 56% de dépenses publiques, c'est-à-dire que toute la richesse que nous prélevons par les impôts, nous en redistribuons une grande partie pour nos concitoyens, et notamment pour nos concitoyens les plus fragiles. Et le gouvernement continuera d'être aux côtés de nos concitoyens les plus fragiles. Je pense notamment à la protection face à la hausse des prix à la pompe, justement, qui devrait malheureusement continuer à se maintenir à un niveau assez haut, à la poursuite du bouclier tarifaire, on en a parlé, aux mesures de pouvoir d'achat qui seront pérennisées dans la durée pour faire en sorte que nos concitoyens s'en sortent face à ce moment difficile. Une question, vous en parlez... Juste pour finir, je trouve très irresponsable de rajouter du désordre à la division, de rajouter des fractures là où les Français ont besoin de se serrer les coudes pour traverser. Attendez, c'est vous qui organisez ce chaos. Vous cherchez la grève générale, l'insurrection, le désordre qui ne peuvent apporter que du malheur en plus pour nos concitoyens. Robert Reda, vous parliez des prix des carburants. Est-ce que vous avez demandé à Total de prolonger sa ristourne de 20 centimes après le 1er novembre? Elle est censée passer à 10 centimes. Le 1er novembre, la ristourne de l'État, elle aussi est appelée à baisser. Est-ce que l'État doit continuer sa ristourne de 30 centimes après le 1er novembre? La mise en place de la ristourne sur l'essence à la pompe, elle a été décidée cet été dans un compromis assez large entre la majorité au Parlement et les oppositions face à la hausse assez forte et momentanée du prix de l'essence. Le ministre de l'économie l'a dit, ce bouclier ou cette ristourne à la pompe, elle ne pourra pas durer indéfiniment parce qu'aujourd'hui elle n'est pas ciblée. C'est-à-dire que celui qui met de l'essence pour partir en vacances parce qu'il a la chance de pouvoir faire un aller-retour le week-end et celui qui est obligé de mettre de l'essence pour aller travailler tous les jours et qui a du mal à s'en sortir, bénéficie de la même ristourne. Nous devons aller progressivement vers un dispositif plus ciblé, vers les Français qui ont absolument besoin de leur véhicule chaque jour pour aller travailler et qui ont les revenus les plus modestes. C'est l'annonce qui a été faite par le gouvernement et que je soutiens naturellement. Un dernier mot sur la taxe sur les superdividendes qui a été votée contre l'avis du gouvernement. Est-ce que cette taxe va disparaître prochainement ou est-ce que vous allez la maintenir? Après 49.3. Écoutez, surtout cette taxe, elle n'a en fait pas grand sens parce que vous avez des entreprises qui, de bonne foi, ont décidé de ne pas donner des dividendes pendant la crise du Covid, pendant 2 ans, et qui, à la reprise économique que nous avons connue cette année, redonnent des dividendes. Donc évidemment, vous voyez une augmentation très forte entre le moment où elles ne donnaient plus de dividendes et maintenant où elles donnent des dividendes. Et donc elles vont passer sous le joug de cette taxe supplémentaire sur les dividendes. Alors que des entreprises qui, pendant la crise du Covid, ont fait des bénéfices sur le dos parfois de situations de nos concitoyens, ont continué de verser des dividendes et vont continuer à les verser identiques cette année, elles ne seront pas assujetties à cette taxation supplémentaire. Donc vous voyez comment une idée qui peut paraître un peu populiste, un peu démago, en fait se retourne contre leurs auteurs. Donc moi je ne suis pas favorable à ce qu'on garde cette taxe. On a une fiscalité qui est en place, c'est le prélèvement forfaitaire unique, il est à 30%, il permet des rentrées fiscales importantes pour le pays et la reprise économique a fait en sorte que les impôts, la stabilité des impôts rapporte davantage que la hausse des impôts. Moi, je préfère la stabilité des impôts plutôt que la hausse des impôts qui décourage l'activité économique. Allez, le mot de conclusion, Daniel Simonet, sur la taxe sur les superdividendes, ça c'était voté grâce à l'ANU. La Macronie est minoritaire et la mesure qui était proposée par le MoDem a été adoptée par à la fois tous les groupes de l'opposition et puis également par 19 députés Renaissance. En fait, ils sont minoritaires sur cette question-là. Et d'ailleurs, dans le monde entier, la question de la taxation des superprofits s'impose. Vous avez même le FMI qui la demande, l'ONU, vous avez la Commission européenne. Donc, bien sûr, mais ça procède de la même logique. Il faut taxer les superprofits et il faut taxer également les superdividendes.
Très bien, merci beaucoup. On va refermer ce débat. Merci beaucoup à vous, Robin Reda, d'être intervenu dans Dimanche en politique. On va parler maintenant d'un sujet qui s'est invité dans l'actualité cette fin de semaine. Ce sont les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. Plus de 300 faits recensés rien qu'au mois de septembre. 1500 sur les 6 derniers mois de l'année scolaire 2021-2022. Et plus de 50% de ces faits signalés concernent la tenue vestimentaire apparentée à la religion, ou en tout cas du communautarisme. Anaïs Anquet. À peine sorties des cours, ces deux jeunes filles ont remis leur voile. En dessous, une abaya, une longue robe couvrant les jambes et les bras. Ces adolescentes affirment que cela ne leur pose pas de problème au lycée. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été embêtée par rapport à ça. Tu pouvais le porter? Oui, ça va. Moi, je pouvais le porter. J'ai jamais changé de tenue. On m'a pas pris la tête par rapport à ça. Pour elle, il ne s'agit pas d'un signe religieux mais culturel. Ici aussi, cette jeune fille qui porte le voile en dehors des cours ne comprend pas cette polémique autour de l'abaya. C'est débile parce que je pense qu'une abaya, c'est pas censé être considéré comme un foulard. Parce que la seule chose qui est interdite, c'est le foulard. Si l'abaya est pointée du doigt, c'est parce que les chiffres grimpent depuis un an. En un mois, on compte 313 signalements pour atteinte au principe de la laïcité. 54% concernent les signes ou les tenues à caractère religieux. Selon le ministre de l'Éducation, à l'origine du phénomène, des incitations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, une adolescente explique comment contourner la règle. Selon elle, une simple ceinture suffit à transformer une abaya en robe longue. Alors comment réagir face à ce vêtement litigieux? Pour le ministre, la réponse doit se faire au cas par cas. Nous faisons confiance aux chefs d'établissement pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse. Si la jeune fille refuse de changer de tenue, si elle porte cette tenue de façon très régulière dans la semaine, alors on a des indications qui peuvent nous laisser penser qu'il s'agit d'une tenue de nature religieuse. Trop flou pour les syndicats de proviseurs. Nous refusons de rentrer dans cette comptabilité et d'être les arbitres de cela. Pour l'heure, pas question pour autant de changer la loi. Le ministère mise plutôt sur la formation du personnel enseignant. Et il semblerait que le mouvement qui a touché le lycée Joliot-Curie de Nanterre, qui s'est soldé par l'interpellation, vous l'avez peut-être suivi, Daniel Simonet, de 14 lycéens, soit en partie, je dis bien en partie parce que ce n'est pas la seule raison, liée à cette question-là. En tout cas, il y a le sujet de l'accompagnement sur les devoirs, l'aide aux devoirs, qui doit revenir dans cet établissement, mais il y a aussi une question, c'est confirmé visiblement par le rectorat, et par des enseignants, une question sur les tenues religieuses, le règlement de l'établissement. Est-ce que, selon vous, la situation est grave? Alors, d'abord, sur la question de Joliot-Curie, de ce lycée à Nanterre, c'est un lycée particulier dans lequel vous avez eu une forte mobilisation pour le retour de cet enseignant, Kaïterada, qui a été muté de manière totalement arbitraire, alors qu'il était là dans l'établissement depuis bien longtemps, qu'il est très respecté, très apprécié, et tout simplement pour ses engagements syndicaux, donc une répression inacceptable. Donc vous avez une mobilisation dans l'établissement pour exiger le retour de Kaïterada, donc pour les libertés syndicales. Vous avez une mobilisation des lycéens pour exiger la restauration des heures d'études. Et par ailleurs, il y a eu un débat sur la question des tenues vestimentaires, mais qui était une demande des élèves plutôt de clarification, parce que les choses étaient pas claires. Il y avait un tract qui nous demandait l'arrêt immédiat des dérives autoritaires de la direction. Alors oui, parce qu'il y a une dérive autoritaire de l'éducation nationale. Quand vous avez un enseignement comme Kaïterada, qui est muté d'office, sans aucune explication, vous avez toute cette atmosphère-là. Maintenant, néanmoins, il y a un débat sur la question de la laïcité qui est posé. Et de ces tenues. Est-ce que c'est tenu? Il faut remettre un peu dans son contexte. Quand vous avez 313 signalements d'atteinte à la laïcité, même le ministre de l'Éducation lui-même a dit peut-être que cette augmentation des signalements est aussi liée au fait qu'il y a un encouragement à ce qu'il y ait une systématicité de la remontée des signalements, mais pas forcément une augmentation des faits. Néanmoins, il faut absolument organiser le débat et le dialogue pour voir comment on respecte à la fois la laïcité dans un cadre de débat. Pour la laïcité, selon vous, quand on sait qu'il y a des intégristes qui essayent de pousser pour que les jeunes portent ces tenues. Nos textes sont lesquels? C'est non aux signes religieux ostentatoires à l'école. Les textes sont très clairs. Donc,
à l'établissement scolaire, comme le dit le ministre de l'Éducation, hein, à l'établissement scolaire par le dialogue, de voir si on est dans le respect ou pas le respect de la loi. Les tenues sont religieuses selon vous ou pas? Attention aux polices du vêtement. Attention aux polices du vêtement. Vous c'est savez, en religieux? Iran, il y a une mobilisation très forte, historique, des femmes iraniennes pour à la fois enlever le voile, en fait se battre contre le port du djihad obligatoire, pour la liberté. Femme, vie, liberté. Faisons attention à ce qu'on n'organise pas non plus des polices du vêtement, mais qu'on fasse respecter la laïcité. Il n'y a pas une poussée de l'intégrisme, ou en tout cas du communautarisme. Un professeur d'Evry-Courcouronnes a déposé plainte avec les rectorats, car il a été menacé qu'on lui fasse une Samuel Paty. Exactement. Directement menacé, ainsi que son père, parce qu'il est juif. Aujourd'hui, on est d'ailleurs en hommage à Samuel Paty. Et je ne suis pas sûre qu'on ait suffisamment bien étudié et analysé tous les éléments de ce qui s'est passé à l'époque. Quand Samuel Paty avait lancé un certain nombre d'alertes, elles ont été insuffisamment prises en compte. Il faut d'abord et avant tout garantir la sécurité de l'ensemble des Françaises et des Français, plus particulièrement des enseignants. La poussée de l'intégrisme. Cet enseignant qui se voit menacé, et menacé d'une Samuel Paty, il faut absolument d'abord qu'il soit protégé par l'éducation nationale. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'on donne suffisamment de moyens au service du renseignement, et notamment de la plateforme Pharos, pour pouvoir bien contrôler, vérifier et pouvoir intervenir en amont contre justement toutes les tentatives d'attaques terroristes, et ne pas accepter qu'un drame comme celui de Samuel Paty puisse se reprendre. Ou du communautarisme. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Très rapidement, moi je pense que la lutte contre l'intégrisme islamiste passe toujours par plus d'éducation, plus de culture, plus de dialogue, et pas de la répression contre les élèves qui à un moment donné se mobilisent pour avoir du soutien scolaire, pour avoir la réintégration de leurs enseignants. Donc Joliot-Curie, c'est ce qu'il faudra retenir sur l'actualité locale. C'est pas en lien avec, selon vous, la répression policière contre les lycéens qui a pu avoir lieu est totalement inacceptable. Merci beaucoup Danielle Simonet d'être venue dans Dimanche en politique. Et à cet après-midi dans la marche. Et à cet après-midi dans la marche pour ceux qui vont s'y rendre. Dans quelques instants, l'essentiel de l'information en Ile-de-France, suivi de la suite de Dimanche en politique. C'est François Hollande qui est l'invité de Francis Letellier. Très bon dimanche à vous.